15h35, parce que moi je dis 15h30. Bien sûr, c'est fait, oui. En mode avion. Oui. Je l'avais fait avant de partir. Moi, j'en ai pas, donc. Non, jamais de la vie. Conseil de. On a fait ça deux fois. Bonjour à tous. Je suis très heureux et très honoré de lancer cette Bonjour à tous, je suis très heureux et très honoré de lancer cette... C'est compliqué là. Ça fait peur. Bonjour à tous, je suis très heureux et très honoré de lancer cette première édition montmorençaine du Printemps des Poètes avec des invités aussi illustres. Il s'agit d'une véritable innovation de la politique culturelle de Montmorency et je tiens à remercier chaleureusement Éric Soret, mon adjoint à la culture, pour avoir porté ce projet avec enthousiasme et talent. Un grand merci également au service de la ville et à tous les acteurs locaux qui participeront à faire de cet événement une réussite. Vous avez déjà pu voir que la poésie avait recouvert les murs de la ville. Ces panneaux seront complétés par une sélection de poèmes envoyés par des Montmorencéens. Pendant les prochaines semaines, Montmorency va vivre au rythme de la poésie. Entre un concert romantique par le conservatoire, des lectures libres de poésie, une animation musicale sur le marché ou encore des balades poétiques au sein de Montmorency, les jours qui viennent nous réserveront leur lot de poésie et de beauté. Je remercie Louis-Philippe d'Alembert de nous faire l'extrême honneur d'être à nos côtés et d'avoir accepté de parrainer cet événement. Avec mon équipe, avec Éric Soret, ce Printemps des Poètes nous est apparu comme une évidence. Vous le savez, il y a derrière chaque amour de la poésie une histoire personnelle qui donne une couleur particulière à cette passion. La mienne est celle d'un jeune lycéen qui a découvert à travers la poésie que son amour de la lecture était en réalité un amour de la littérature. Je me souviens encore de mon professeur de français nous parlant du désir et de ses détours à travers les mots d'un poète qui ne m'ont jamais quitté, les mots suivants. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir là-bas, fuir, je sens que des oiseaux sont ivres, d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Ce professeur qui nous lisait les mots de Stéphane Mallarmé, c'est Philippe Sercari, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et je le remercie car il a éveillé chez moi, comme chez beaucoup d'élèves, un amour des mots qui m'a accompagné toutes ces années. Dans cette année si particulière, je crois que nous avons plus que jamais besoin de poésie. Cocteau disait « Je sais que la poésie est indispensable, mais je ne sais pas à quoi. » En faisant briller le monde d'un éclat différent, la poésie nous le rend plus supportable. C'est par exemple Paul Éluard qui, après le décès de sa femme, avait livré ces mots sublimes. 28 novembre 1946, nous ne vieillirons pas ensemble. Voici le jour en trop, le temps déborde. Mon amour si léger prend le poids d'un supplice. On le comprend tous, à défaut d'être une compensation de ces douleurs de la vie.
car rien ne peut vraiment les compenser, la poésie est peut-être une consolation, parce qu'elle nous rend le monde moins illisible, parce que nos yeux voient mieux tant qu'il y a des poètes. Avec nos invités, avec Céline Dalbré, Maggie de Coster, Aymeric de Lermusière, Philippe Sercari, que je remercie tous et toutes pour leur présence, nous allons explorer ce besoin de poésie. C'est un grand honneur de vous accueillir sous la houlette de Louis-Philippe d'Alembert, dont la venue marquera l'histoire culturelle de Montmorency. Je conclurai avec ces mots de Neruda. Nos ennemis peuvent couper toutes les fleurs, ils ne seront jamais les maîtres du printemps. C'est désormais vous, ces maîtres du printemps, et je souhaite à tous les Montmorenciens et toutes les Montmorenciennes une excellente première édition du Printemps des Poètes. Merci. Merci, monsieur le maire. Je compléterai Neruda ajoutait. Présenter rapidement. Nous allons pouvoir d'abord écouter notre invité de marque pendant environ 20 minutes et ensuite de comprendre ce que c'est cette force, cette énergie qu'on appelle le désir et qui ne se réduit pas à ce qu'il est parfois présenté comme étant. Alors tout d'abord, je pas tout d'abord, mais donc nous avons Céline Dalbré qui est venue parmi nous. Elle est professeure de lettres. Elle est née à Talence, en Gironde, et elle a déjà publié 2 recueils de poèmes. Vous les voyez peut-être devant elle, Le glaive noir et les temples pliés. Et ces 2 premiers recueils seront suivis d'un 3e qu'elle écrit actuellement, qu'elle n'a pas terminé, qui s'intitulera Métamorphose, et ce sera une trilogie. Elle a aussi publié un recueil de nouvelles intitulé Phares et paupières. Et Céline est, comme moi, membre de l'association Rousseau à Montmorency, que nous vous recommandons. C'est une association qui est ouverte à toutes les personnes désireuses de contribuer à la diffusion de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, notre grand philosophe, celui qui nous a fait l'honneur pendant 6 ans d'habiter Montmorency. Et elle s'occupe également, cette association, du développement, du rayonnement de notre magnifique musée Jean-Jacques Rousseau. Et puis Céline a participé, il faut le dire, à un spectacle dédié à la poésie à la MJC de Soisy. Et c'était avec l'humoriste Smaïn. J'aurais bien voulu être là, mais on n'a pas vu. Voilà. Et elle est également, ou a été membre, je ne sais plus, de la Société des poètes français. Ensuite, Maggie de Coster, née en Haïti, elle dirige une revue très intéressante qui s'appelle Manoir des poètes. C'est une revue semestrielle à vocation poétique, culturelle, littéraire. Elle est journaliste de formation et elle est aussi traductrice, poétesse, nouvelliste et romancière. Elle est sociétaire de la Société des gens de lettres et membre du Pen Club français. Elle a déjà écrit plus de 25 ouvrages, dont Ce que le grand doit au petit, merveilleux titre. Le sous-titre est en dialogue des mots jour après jour, et ça c'était en 2019. Et en 2018, elle avait publié Déclinaison du verbe, dont voici un aperçu très bref, sous la forme d'un court poème que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si elle s'y attendait. 7 vers, ça donne ceci. Rêvons du rêve, rêvons de rêver, rêvons avec le rêve, rêvons sans trêve, attrapons le rêve au passage et faisons-lui une place, chaque jour dans notre vie, avant qu'il ne fasse nuit. Autrement, donc, nous avons Aymeric de Lermusière, écrivain, poète, sportif, voyageur, qui a fait le tour du monde et qui ne l'a pas fait seul, puisqu'il a eu l'élégance, la courtoisie de le faire avec Marie, sa femme, et Sarah, sa fille. Et il vient de nous apprendre qu'il avait eu depuis un petit garçon. Et ils ont fait ce tour du monde, ils sont partis de Montmorency. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, Aymeric, ça aboutit donc à un recueil intitulé Tour du mondiste. Et vous avez dit les 136 poèmes de ce roman de géopoésie. La géopoésie, hein, vous connaissiez? C'est nouveau. Eh bien,
Les 136 poèmes de ce roman de géopoésie ont presque tous été écrits on the road. J'invite ainsi le lecteur à effectuer avec moi un nouveau tour du monde en poésie. Et je garantis que ce voyage va le faire passer par les émotions les plus diverses au fil des pays, des régions et des continents. Et il ajoutait, j'avais trouvé ça assez bouleversant, nous nous sommes rendus compte que ce que nous recherchions vraiment, c'était de réapprendre à vivre ensemble. Pas seulement dans la gestion du quotidien, mais surtout dans le partage d'une vraie aventure commune. Et ceci, ils l'ont fait du Chili à l'Australie en passant par le Népal et bien d'autres destinations. Ça me parle beaucoup parce que j'ai beaucoup voyagé aussi. Je suis allé dans 60 pays sur les 5 continents. J'ai été prof longtemps à Wallis et Futuna dans le Pacifique. Donc ça me parle vraiment, et l'outre-mer et le voyage. Et enfin, à tout seigneur, tout honneur, vraiment, car nous sommes, comme le disait Maxime Tory, mon ancien élève et le maire de Montmorency, nous sommes vraiment très honorés de vous recevoir. Je sais que vous êtes modeste, mais vraiment c'est sincère. Louis-Philippe d'Alembert, qui a accepté aussi, vous le disiez tout à l'heure, monsieur le maire, de parrainer ce printemps des poètes. Vous vivez actuellement entre Paris et Port-au-Prince, mais vous avez vécu aussi, je sais, à Berlin et d'autres endroits. Vous êtes chevalier de l'ordre des arts et des lettres, c'est très bien, mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans votre itinéraire, c'est que vous avez obtenu en 2019 un prix que je trouve extraordinaire, qui est le prix de la langue française, qui est décerné depuis 1986 par un groupe d'écrivains dont beaucoup sont académiciens Goncourt ou de l'Académie française, d'autres écrivains. Et je trouve que c'est vraiment un prix très significatif, une sorte de reconnaissance. Oui, une reconnaissance de ses pairs, une reconnaissance également peut-être de son inspiration française et pas seulement haïtienne. Vous vous inspirez de vos expériences, de choses vues, vous inspirez de vos voyages. Tout ce vécu a donc puissamment influencé votre regard sur le monde. Avant de vous laisser la parole pour une conférence d'une vingtaine de minutes à peu près, consacrée à ce que vous appelez votre besoin de poésie, l'expression est très belle, permettez-moi, cher Louis-Philippe, de lire rapidement un petit poème de vous intitulé « Voyage », publié en 2017, c'était dans une anthologie qui s'est appelée « En marche sur la terre », un poème qui en dit beaucoup sur la matière poétique que, me semble-t-il, vous travaillez depuis votre adolescence. Quand j'étais jeune, je rêvais de vivre à Paris, New York, Rome, Jérusalem, Dakar ou la Havane. Maintenant que j'ai vécu à Paris, Rome et Jérusalem, que je connais New York, Dakar et la Havane, je rêve des lumières absentes de la ville natale. Maintenant que j'ai voyagé, j'ai envie par moments de m'arrêter et de rentrer au pays de l'enfance, mais j'ai perdu le chemin du retour. Quelques rapaces amblyopes et gourmands aura gobé les cailloux que j'avais oublié de semer. Voilà, Louis-Philippe, je vous passe donc la parole et le micro pour que vous nous parliez de votre besoin de poésie. Merci beaucoup, Philippe Tcherkari. Et je voulais aussi remercier monsieur le maire, Maxime Tory, de m'avoir invité en tant que parrain de cette édition du Printemps des Poètes, et puis l'adjoint à la culture aussi, monsieur Éric Sauré. Donc je suis vraiment très très honoré d'être avec vous pour cette édition du Printemps des Poètes et parler justement de ce qui nous réunit autour de cette table, nous tous, Céline, Émeric, Maggie, vous, et donc ce qui nous réunit, c'est-à-dire la poésie. Donc, j'ai intitulé cette petite allocution « Besoin de poésie ». Je commencerai par dire que comme la plupart de mes compatriotes écrivains, je suis entré en littérature par la poésie. Je laisse aux chercheurs le soin d'expliquer pourquoi la poésie joue un tel rôle dans l'entrée en littérature de plusieurs générations d'auteurs de ce bout d'île Caraïbe, ballotté par tous les vents contraires de l'histoire, qu'est Haïti. Ça, c'est le général. Qui émettent à déclamer tout en vaquant à ses occupations des poèmes, entre autres, de l'haïtien Massillon Kouakou, des Français Victor Hugo et Lamartine. Et du plus loin que je me souvienne, il s'agit là de l'un des plus solides repères de l'enfance en ce qui me concerne. Une des images les plus fortes aussi,
indélébile, ma mère, tutoyant Bonaparte, et le sommant de descendre de sa puissance. Napoléon descend de ta puissance, Napoléon descend. Il n'existe pas dans ma mémoire d'homme d'image plus obsédante de l'enfance que celle de ma mère déclamant, je cite le titre du poème, ces plaintes de Toussaint Louverture au fort de Joux, de Louis-Arnold Laroche, un poète haïtien du XIXe siècle. Il n'existe pas d'image plus forte non plus que celle de ma mère traitant Napoléon Bonaparte, si vénéré sous d'autres cieux, de tyran, et le menaçant de s'allier au destin aux bras qu'on redoute pour détruire ses palais de rubis, d'or et de diamants. En même temps, ma mère, si prudente, ne s'adressait-elle pas, par le biais de la poésie, procédé de détour classique, me dira-t-on, au petit Napoléon des tropiques qui tenait le destin du pays dans sa poigne de fer à l'époque. Pour tout dire, il est une autre image, celle aussi de ma grand-mère maternelle, ses grosses lunettes en écaille amputées d'une branche sur le nez, la Bible ouverte sur ses genoux, suivant du bout de l'index et annonnant quelques ordalies arrachées à grand-peine à l'Ancien Testament, à moi la vengeance, à moi la... D'où, et qui pourrait prétendre le contraire, cette tendance mienne à dire en les écrivant mes textes à voix haute, qui est aussi une manière de tenter le dialogue avec ces femmes par-delà l'absolue absence. Et ces psaumes, ces versets rendus d'une langue hésitante, parlaient souvent, allez savoir pourquoi, de prérogatives qui n'appartiendraient qu'à un seul être, celui que ma grand-mère nommait tour à tour roi des rois, seigneur des seigneurs, Dieu des armées ou Dieu tout-puissant. Aujourd'hui encore, j'aime voir dans ces titres égrenés à haute et intelligible voix un signe de défi à l'endroit sinon de l'homme qui disait à l'époque avoir pris le pouvoir pour 1000 ans. Je veux parler de Duvalier-Père, l'auteur du catéchisme de la Révolution. Tout au moins de ces sbires, les fameux tontons macoutes, dont notre quartier, comme tous les quartiers de Port-au-Prince, recelait un certain nombre. Son geste, sa parole, était d'autant plus téméraire que dans ces années 60-70, le pays connaissait une saison si triste que tout un peuple était contraint, pour parodier le mot du poète haïtien Anthony Phelps, que tout un peuple était contraint de se parler par signes. D'Anthony Phelps, justement, il y aura un disque de poésie, un vieux 33 tours, Mon pays que voici, écouté jusqu'au ressassement et qui est fini par être rayé à force. Je le garde encore précieusement, relique d'une époque où cette poésie, ce poète et tant d'autres avec lui, étaient littéralement interdits de séjour. Où on n'en parlait pas dans la presse ni dans les cours de littérature haïtienne, qui s'arrêtaient sagement à la fin des années 40, avant l'avènement de François Duvalier au pouvoir. Outre la qualité du texte, qui aura marqué au moins plusieurs générations de poètes haïtiens, et même au-delà d'Haïti, ce qui me fascinait tout autant, c'était de pouvoir l'écouter selon les rumeurs du moment, tantôt en baissant, tantôt en augmentant le volume, avec à chaque fois la claire conscience de transgresser un interdit, de frôler un danger dont plus d'un n'était pas revenu. Ce vinyle faisait encore escorte à une autre Saison des hommes, dont le titre est emprunté au poète haïtien René Philoctète. Le disque, produit par le Théâtre National, regroupe pour l'essentiel des poètes de l'exil et aussi de l'intérieur, mais pas bien vus par le pouvoir. Les textes sont dits par le comédien François Latour, l'un des hommes de théâtre à l'époque les plus en vue dans le pays, depuis sa participation à la pièce sulfureuse de Franck Étienne, Pelle en tête, pièce de théâtre très vite interdite par le régime politique en place à l'époque.
Qu'est-ce que j'ai retenu de cette période? Que la poésie peut être, à la fois une parole de transgression, dérangeante donc, et d'inconfort pour le poète en quête de vérité, sa vérité, et qui ne tient pas, même au péril de sa vie, à tricher avec lui-même. Que la poésie est lieu où aucune stratégie n'étant possible, tant le poète que l'homme se risquent. Qu'est-ce que je veux dire avec ces mots? Je veux dire que j'appartiens à une génération qui est née et a grandi sous une dictature héréditaire. J'ai connu le père, puis le fils. Dans l'histoire d'Haïti, on disait souvent que le Saint-Esprit allait venir quelques années plus tard, et il était venu effectivement. Et à l'époque, je croyais que la poésie pouvait renverser une dictature, comme la foi déplacer les montagnes. Il existe une longue tradition de ce qu'on appelle littérature engagée ou militante en Haïti, qui a toujours dénoncé les tares politiques et sociales. C'est par là que je suis entré en littérature avec, à l'âge où un certain Rimbaud mettait fin à sa carrière littéraire, un premier recueil de poèmes intitulé « Évangile pour les miens ». Lors de mon adolescence inculte, ne concevait la poésie qu'engagée dans le combat en faveur des plus démunis et de la libération du pays étranglé par une dictature qui aura tenu plus d'une trentaine d'années. En même temps que la longue tradition haïtienne de poésie militante, je découvrais d'autres poètes de la Caraïbe. 3 d'entre eux ont exercé une nette influence sur mon imaginaire de l'époque. Le Cubain Nicolas Guillen, dont les vers et jusqu'au titre de ses recueils Songoro Songo sont ciselés comme des notes de musique. Le Martiniquais Aimé Césaire, dont le cahier de retour au pays natal a fait le tour du monde et dont l'œuvre tout entière dénote un grand intérêt pour l'histoire d'Haïti. Et pour finir, le Guadeloupéen Saint-John Perse, prix Nobel de littérature, un poète puissant, au souffle lyrique, qui m'aura appris plus tard à voir par-delà la politique immédiate. Je découvrais aussi les poètes français de la Résistance et des poètes latino-américains pris dans un contexte historico-politique similaire à celui d'Haïti. Ils étaient tous, à leur manière, des utopistes d'autres horizons qui lançaient leurs vers nus et leurs chants désespérés à l'assaut des Bastilles du monde. Ils avaient pour nom Louis Aragon, Gabriela Mistral, mais aussi d'autres qui n'étaient peut-être pas poètes, mais qui ont marqué aussi cette époque, que pour moi, Antonio Gramsci, Fidel Castro, Bob Marley et le Che Guevara, à qui les 2 derniers j'ai consacré plusieurs textes poétiques. Un geste politique donc, la poésie, au sens où l'entendait un Jean-Paul Sartre, une parole qui traduit sa conscience d'être au monde et qui, dans un pays comme Haïti et dans le contexte politique de l'époque, pouvait difficilement faire abstraction du réel. Il n'était pas question, lors, de la réduire à bafouiller des déclarations d'amour que l'adolescence militante aurait perçues. Par sa capacité à se réapproprier son humanité, niée ou déniée par la dictature. Mais on était dans l'ère du temps et notre jeunesse préférait s'en aller déclamant dans les rues de Port-au-Prince ces vers du poète haïtien René de Pestre, en exil à l'époque. « Je ne viendrai pas ce soir tisser au fil de ton regard des heures d'abandon, de tendresse, d'amour. Des camarades de bronze ont convié ma jeunesse à l'assaut de cette citadelle qui s'écroule. Je ne viendrai pas noyer ma tristesse dans le flot tumultueux de tes cheveux d'ébène. Une étoile de pourpre luit à l'horizon. Je ne viendrai pas mirer mon fol espoir dans le cristal de tes prunelles sauvages. Car quel sens donner à nos baisers, à nos étreintes, à ce soir brûlant de fièvre,
si notre amour reste indifférent aux appels désespérés de la souffrance humaine. Je me rappelle à ce propos une discussion enflammée avec le poète Jacques Roche, de 2 ans mon aîné à l'époque, croisé dans la cour d'une école congréganiste de filles de la capitale et qui allait devenir un ami au long cours. Je devais avoir 17 ans, 18 ans. Jacques était mon aîné de 2 ans, comme je le disais. La joute était d'autant plus sans concession qu'une double et tacite rivalité nous séparait. Celle pour conquérir les faveurs de ces demoiselles de bonne famille et celle plus ancienne dont nous avions hérité malgré nous et qui opposait depuis toujours nos 2 institutions scolaires. Chacun, Roche, le chantre de l'amour fou, et moi, le poète engagé, campaient sur ses positions sous le regard des filles nettement plus admiratif à l'endroit de mon challenger. Tout ça, après la disparition de Jacques Roche dans les circonstances atroces, lui aussi victime d'un rapt à caractère politique, tout ça me paraît aujourd'hui tellement plus puéril que dans l'intervalle, je suis devenu plus tolérant, que j'ai assigné d'autres tâches à ma poésie qui s'est frottée elle aussi au soleil de tant de rires et de corps féminins. Depuis cette époque, toutefois, le rapport à la poésie se situe pour moi ailleurs. D'abord, dans une certaine immédiateté, qui en fait sur le coup une nécessité, un besoin qui ne supporte guère d'être renvoyé à une date ultérieure, comme cela peut se passer avec la prose. Un besoin comme le désir irrépressible du corps d'une femme aimée, qui surgit n'importe où, à n'importe quel moment, et qui demande à être assouvi sans appel. Je me rappelle ainsi un voyage il y a 25 ans déjà, en plein désert d'Aswan en Égypte. Je roule dans une voiture sans climatisation, sous un soleil de plomb. Il fait autour de 42 degrés à l'ombre. Seule la majesté des dunes m'empêche de succomber au brusque accès de sommeil qui m'accapare par moments. Et ce besoin de poésie soudain. Pas un stylo, ni un bout de crayon de papier sous la main, et le poème qui frappe à la porte, réclamant de sortir, tandis que l'animateur hurle à la radio des mots en arabe auxquels je ne comprenais absolument rien du tout. Et la poésie tambourine sa rage de naître à la lumière, alors qu'on est encore loin, lui et moi, de la destination. Il reste 3 heures de route jusqu'au temple d'Abou Simbel. J'ai dû en rédiger plusieurs versions dans ma tête, le mémoriser, avant de pouvoir le retranscrire à l'arrivée, et cela a donné un poème intitulé « Dune ». Dune, d'une beauté que souche le temps et les léchements du vent, main de sable en pluie dire, aux lèvres qui sifflent les chauds et les froids en révulsement d'adoration, cœur flétri en délire d'absence, ô orage, ô nuage, quelle racine sinon de sable dans le vent mouvant, dune où meurent des pas usagés, et puis là-bas, tout au bout du temps, miroite l'eau défiant l'espace. Je vois encore la tête du touriste japonais à qui j'ai demandé de me prêter un stylo, obligé d'attendre à l'ombre de Ramsès et du grand temple que je lui rende de ce stylo, puis le corps et la tête comme vidés, suit une forme d'abattement, d'hébétude. Le rapport à la poésie se situe ainsi dans l'urgence, celle de dire sans tricher avec soi-même, dans l'irruée, selon le mot du poète et essayiste martiniquais Édouard Glissant, dans l'urruée de la parole, qu'il faudra apprivoiser plus tard, des jours, des mois, voire des années durant, par à-coups, par petites touches de polissage. Cela a été ainsi le cas pour un long poème intitulé « Poème pour accompagner l'absence », publié en 2005 aux éditions Mémoire d'Encrier au Canada, mais dont le premier jet était arrivé dans les premiers jours de l'année 2001. Il s'agissait à l'époque d'élaborer en terre étrangère le deuil de la mère disparue le mois précédent au pays natal. L'un des plus longs, le deuil d'une mère, puisqu'il rend l'homme à l'âge adulte nu.
dans la solitude et l'absence des rituels ancestraux, où il s'agissait à chaque retrouvaille de renouer avec et de prolonger le rythme laissé en jachère, celui du poème comme celui des rites, de conjurer la douleur tout en la ravivant. À boire les étoiles et le rhum, ce morceau de terre natale, dans le lointain des siens éclatés dans le monde. Une parole qu'on a besoin de changer en incantation, qui compte aussi, pareil à un poème de Georges Séphéris ou d'Alvaro Mutis. Ou lors d'une veillée funéraire, quand parents et amis sont réunis dans la tiédeur de la nuit et la clameur des voix pour un dernier hommage aux défunts. Une parole capable de dire toutes les joies, d'exorciser toutes les douleurs, comme celle de cette période de deuil, qui m'ont aidé à élaborer la rédaction de ce poème pour accompagner l'absence, et la lecture de la poétesse chilienne Gabriela Mistral, le premier prix Nobel de littérature latino-américain, notamment ses sonnets de la mort, Sonetos de la Muerte, publié très jeune en 1914, et son recueil La Gare. La poésie, pour moi, est donc lieu de sincérité, de vérité profonde, où il n'est pas permis de tricher, où aucune stratégie, comme on peut la mettre en branle en prose, n'est de mise. Mais, me dira-t-on, elle est, comme toute écriture, l'expression d'un besoin, d'un désir d'être aimé, pour reprendre les mots du romancier colombien, autre prix Nobel de littérature Gabriel García Márquez, peut-être, mais avec et pour ce que je suis. Qu'est-ce que j'ai retenu aussi de cette période? J'ai retenu que la poésie est rythme, d'où cette tendance mienne à dire, en les écrivant mes textes à haute voix, et à les corriger seulement en fonction de cette musique, ce qui est aussi une manière de poursuivre, par-delà l'absolue absence, le dialogue avec les êtres chers, que j'ai cité au début de mon intervention, et qui, à leur manière, ne concevaient la poésie, le verbe, que comme transgression, mais aussi partage, par leur façon de déclamer. Un très très grand merci à vous, Louis-Philippe. Ce qui est très émouvant aussi, c'est cette immense culture qui est... De plus en plus, il apparaît que la poésie est dialogue entre les poètes, et c'est ce que vous faites aussi. Votre poésie est aussi, on pourrait dire, comme un résultat de tout cela. J'ai été beaucoup frappé par votre... Si vous pouviez nous expliquer un petit peu ce que vous avez voulu dire quand vous dites que la poésie est donc un lieu de sincérité, un lieu de vérité profonde, où il n'est pas permis de tricher. Elle est aussi rythme intérieur qui ne peut être partagé et reçu par l'autre que s'il est vrai. Est-ce que vous pourriez nous dire un tout petit peu plus sur cette nécessaire sincérité du poète et de son lecteur? Car on en parle rarement, de ce qu'on appelle à Paris 3, que vous avez fréquenté aussi, l'esthétique de la réception. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous dire ce que vous attendez presque de votre lecteur? Vous savez, certains disent « j'attends de mon lecteur qui m'explique ce que j'ai voulu dire ». Ce qui est assez amusant quand même. Non, ce n'est pas amusant, justement, et je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'attendre, parce que pour moi, le texte, quel qu'il soit, il n'existe que grâce et par le lecteur ou la lectrice, qui prolonge le propos. Et ce qui m'a toujours surpris et en même temps intéressé, c'est quand une lectrice ou un lecteur s'approche de moi et me fasse découvrir des choses que je ne pensais pas avoir mises dans un texte. C'est-à-dire que c'est sa propre culture, mais en même temps, c'est sa culture qui a trouvé écho et qui est fait écho à la mienne, en fait. Donc, on sait que l'écriture, c'est aussi, quand je parle de sincérité, il y a l'inconscient qui passe par cette écriture-là. Il y a un certain nombre de choses dont on est conscient, donc qu'on met dans un écrit, mais il y a un certain nombre de choses qui nous échappent aussi. Et souvent, ce sont les choses qui nous échappent qui vont faire écho chez l'autre, ou
c'est là qu'il y a cette sincérité dont je parle. Mais quand je parle de sincérité aussi entre poésie et prose, autant en prose, il peut y avoir, du moins en ce qui me concerne, j'ai presque envie de dire une stratégie. Quand j'écris un roman, je sais ce vers quoi je vais plus ou moins. Parce que là aussi, comment dire, les personnages peuvent nous échapper. Mais il y a une stratégie, et il y a une structure qui est bien mise en place sur le long terme. Alors que pour la poésie, il y a cette urgence. En ce qui me concerne, encore une fois, je ne suis pas en train de dire une parole universelle, mais il y a cette urgence qui arrive, qui fait que j'ai besoin, c'est pas quelque chose de, comment dire, d'inventé, c'est pas quelque chose, c'est vraiment quelque chose de presque qui vient de l'intérieur, qui vient de soi, qui ressort comme ça, et brut, quitte à ce qu'on peaufine, et par-delà les jours et les semaines, voire les mois, mais il y a cette sincérité-là. Mais cette sincérité, justement, comme vous l'avez dit, fait écho avec la parole, j'ai envie de dire, ou la culture de la lectrice ou du lecteur qui va nous lire. En fait. En ce sens, la poésie a aussi dialogue. Pour moi, sans ça, il n'y a pas de poésie. Et quand je lis, autant j'ai cité comment dire, les poètes qui ont comment dire, et traversé mon chemin ou mon adolescence, mais autant par exemple en prose, les premiers grands écrivains que je découvre, ce sont les romanciers russes du 19e siècle. Et j'ai découvert tout à fait par hasard, c'est une anecdote que je raconte souvent, j'ai un frère aîné et qui a 5 ans de plus que moi et qui avait un petit secrétaire sous clé. Il gardait sous clé à l'époque, moi j'ai 13 ans, j'ai 14 ans, et bien sûr je fantasme beaucoup. Qu'est-ce qu'il peut garder sous clé là justement, et j'avais appris à l'époque à forcer ce secrétaire, et je pensais trouver des revues interdites, et puis je tombe sur Tolstoï, sur Dostoïevski, sur Gogol, et des livres comme ça, et que je commence à lire avec appétit, et ces auteurs-là me parlaient, et je ne pense pas qu'au départ ils écrivaient pour moi. Ils ne pensaient pas à un adolescent au milieu de la Caraïbe, et puis ils venaient d'un autre siècle, d'un autre monde, et puis entre-temps, ils m'ont parlé fin 19e, début 20e siècle. Donc c'est en ce sens que la poésie, ou bien comment dire, la prose qu'on écrit, va trouver écho chez le lecteur ou chez la lectrice. En fait. Ça rappelle un peu la formule de Rainer Maria Rilke qui disait « Tu n'as le droit d'écrire ». Écrivain que si on est lecteur, quoi. Il y a trop de gens qui pensent qu'ils peuvent écrire avant d'avoir lu, mais non, parce qu'on est quand même, on se lance tous un appel transhistorique. Enfin. Des gens qui arrivent, qui écrivent et puis qui te présentent un manuscrit. La première question que je leur pose, c'est qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu as lu? Et si la personne me dit oui, mais moi j'évite de lire pour ne pas être influencé, c'est des préjugés, mais je me fais déjà une petite idée de ce que je vais trouver dans son travail. En fait. Très bien. Alors, est-ce que tous nos invités pourraient nous dire un petit mot? D'abord, peut-être, on va prendre dans l'ordre. Émeric, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez retenu peut-être on va commencer par ça rapidement, on va faire un petit tour de table sur ce que vous avez entendu. Oui, avec plaisir. C'était très intéressant. On a fait un tour d'horizon assez large. Puis on a, ce que j'adore, beaucoup voyagé. D'abord en Haïti et puis bien au-delà. Et donc, ça m'a vraiment passionné. Et j'ai entendu de ci, de là. Alors d'abord, j'ai communié parce que je crois qu'on est ici pour partager. Et effectivement, je ne sais pas si c'est un petit quelque chose en plus, ou alors on est tous poètes, en le sachant ou sans le savoir, mais il y a des échos dans ce que vous avez dit, dans ce que vous avez dit également Philippe, qui me parlent énormément. Nous ne vieillirons pas ensemble, voici le jour en trop, le temps déborde. La sincérité, c'est ça, c'est-à-dire que je ne connais pas cette jeune femme dont parle Éluard, je n'ai pas vécu en son temps, je n'ai pas vécu... ni avec elle, ni proche d'elle. Et pourtant, moi, cette phrase me déchire.
me traverse et me déchire. Donc oui, c'est la sincérité, et ben, j'ai ressenti toute cette sincérité, et tout aussi ce que vous nous avez expliqué, que je ne connais pas, mais que je découvre et qui me passionne, c'est la trajectoire. Je suis très sensible à l'aspect de trajectoire. Nous sommes tous autour de cette table, je pense, des voyageurs et des poètes, et vous, Louis-Philippe, vous l'êtes assurément, encore plus peut-être. Et donc, la trajectoire dont vous nous avez fait part, chacune a la sienne propre, mais cette trajectoire influence sur ce qu'on peut écrire et ce qu'on peut faire passer à ses lecteurs. Voilà. Ce qui est formidable, c'est que ça fait 2 fois qu'on parle de Paul Éluard. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais Paul Éluard est le seul grand poète français qui est lié au Val d'Oise d'une manière incroyable. Sa maman habitait Montlignon, lui il habitait à Aubonne, rue Enoch, il a habité à Saint-Brice, et pas une seconde il ne parle du Val d'Oise, pas une seconde, comme si on n'existait pas. Et c'est le seul reproche qu'on puisse faire à Paul Éluard, qui a aimé passionnément 3 femmes successivement, et heureusement pour nous, parce que ça nous a donné 3/3 d'une œuvre merveilleuse, parce qu'à chaque fois c'était... et pour la première c'était moins drôle, parce que le gars-là, c'est quand même Dali qui lui a volé, donc là on est un petit peu gêné. Philippe, mais... est-ce que je peux poser une question? Ah oui. Vous dites que pas une seconde il ne parle du Val d'Oise, mais est-ce que vous en êtes sûr? C'est-à-dire que peut-être qu'il ne cite pas le Val d'Oise, mais est-ce que dans certains poèmes de jeunesse, d'adolescence, ce lieu où il a habité, qu'il a habité quelque part, est-ce qu'il n'y a pas des résonances de ce lieu-là, parce qu'il a vécu dans ce lieu quand même? Non, c'est affreux, il n'y a pas d'enracinement du tout, et c'est très très surprenant, puisqu'il était souvent là, puisqu'il n'avait jamais d'argent, et que son père, agent de, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, marchand de biens, lui prêtait les maisons avant qu'elles soient vendues. C'est vrai que c'est surprenant, enfin. Mais remarquez, on a aussi à Montmorency un immense écrivain que les gens connaissent peut-être moins, le grand poète Heinrich Heine, qui a vécu vraiment à Montmorency, et qui est, vous savez, le dernier grand romantique, qui est le fossoyeur involontaire du romantisme. C'est surprenant que des gens comme ça n'aient pas parlé du lieu. Ma question, c'est que même si on ne parle pas du lieu, mais ce lieu-là, il est en nombre quelque part. C'est-à-dire que... Éluard, à mon avis, n'aurait pas pu faire une poésie aussi forte si cette poésie n'était pas enracinée. Et quand je parle d'enraciné, ce n'est pas dans le fait de citer forcément le paysage du Val d'Oise ou de citer des lieux nommément, mais cette poésie est partie de quelque part. C'est-à-dire que c'est la question que nous autres, on nous pose toujours et quand on vient de pays comme Haïti, où j'imagine que, comment dit Maggie de Costa dirait la même chose, mais peut-être plus on s'éloigne dans le temps, plus le lieu s'éloigne, mais en même temps il est toujours là en nous. Et moi je ne suis pas spécialiste d'Éluard, mais je ne sais pas, Enfin bon, c'est parce que je suis valdoisien convaincu, que j'ai écrit pas mal de livres sur le Val d'Oise. Je voulais juste dire que c'est comme vous le faites très bien, d'ailleurs c'est correct, c'est élégant de parler du lieu qui nous a inspirés, de le nommer, je crois. Enfin, je pense que c'est... Enfin, bon, c'est le seul reproche qu'on peut faire à quand même un des plus grands poètes de tous les temps, Paul Éluard. Est-ce que Céline, vous pourriez nous dire si ces paroles de notre invité d'honneur, Louis-Philippe, vous ont parlé? Bien évidemment, ça m'a beaucoup parlé, et moi, dans ce que j'ai écouté, notamment, il y a 2 mots qui me viennent. C'est d'abord la recherche de la liberté, je crois que par l'écriture, et ça m'a touché que pour reprendre ce que dit M. Intéressant, après peut-être qu'on pourra en parler, c'est que la recherche de la liberté, elle est dans un pays évidemment où il y a des dictatures et autres. Moi j'ai eu la chance de toujours en France, dans un pays libre, mais on recherche toujours sa liberté. Et je crois que la poésie c'est avant tout ça. En recherchant sa liberté, la deuxième chose, je pense que c'est la recherche et la construction de soi. Et par où ça passe, je crois que c'est parce qu'on partage tout cela, c'est la rencontre. Et je voulais juste, moi, terminer en disant que j'en suis d'autant plus convaincue parce qu'on a vécu, alors la rencontre littéraire, la rencontre avec les gens, avec des lieux. Et je voulais aussi parler du dernier livre de Charles Pépin qui s'appelle justement La rencontre, qui reprend cette thématique et qui est absolument extraordinaire et qui montre aussi, pour terminer, et là aussi c'est ce que j'ai entendu,
la dimension philosophique dans ce que ça a de plus fort, la philosophie. C'est-à-dire que pour moi, la philosophie, c'est un art de vivre. C'est pas, on apprend la philosophie à l'école, même si on remercie souvent nos professeurs. Moi, j'ai eu des professeurs exceptionnels qui m'ont fait aimer la philosophie. C'est comment vivre avec la vie, en quelque sorte. Et la poésie en fait partie, et c'est ce que j'ai entendu aussi dans la trajectoire et les mots, et merci beaucoup. D'accord, merci. Et vous, Maggie Coster, vous pouvez nous dire un petit mot sur votre voisin et ami, car vous êtes amis. Oui. Justement, je connais Louis-Philippe d'Alembert depuis longtemps. Et je connais bien sa poésie, dans la mesure où j'ai même fait des recensions sur ses recueils de poèmes, et dont l'avant-dernier, dans le Pan poétique des Muses et En marche sur la terre des vivants, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai retrouvé Philippe d'Alembert, que j'ai connu il y a très longtemps, et qui est une personne très sensible, qui est un fin observateur, et qui est le dangereux personnage. En fait, c'est une maxime qui était attribuée à Molière, que ses adversaires disaient. C'est le dangereux personnage qui ne va ni sans ses yeux, ni sans ses oreilles. Alors bon, c'est quelqu'un qui, comme il se dit, c'est un vagabond. Un vagabond qui tire de son voyage la substantifique moelle, je dirais. Très bien. Et puis, il y a le côté sincérité dans ses poèmes. Moi, je partage ce point de vue. Quand on est poète, on écrit avec ses tripes. On ne peut pas mentir. Dans un roman, on fait entrer l'imaginaire, il y a de l'inventivité, mais dans la poésie, c'est vraiment une partie de soi qu'on livre. Il avait parlé de l'inconscient. Il y a des choses en soi qu'on écrit, qu'on partage. On n'en est pas du tout conscient de ce qu'on écrit parfois. Je dirais que c'est... Enfin bon, je ne veux pas tout monopoliser la parole, parce que bon, j'ai développé une théorie sur la poésie ondulatoire. J'étais sur un bateau, sur l'Oise, lors d'une remise des prix, et puis je me suis mise à observer l'ondoiement de l'Oise, et soudainement, je me suis mis à écrire, mais à écrire sans penser à ce que j'écrivais. Et je me suis arrêtée quand je n'avais plus rien à écrire. Et j'ai fait lire à mes amis, je leur demande, est-ce que vous pensez que ce que j'ai écrit a un sens, il y a une cohérence? Ils me disent, bien sûr. Et bien, il se trouve qu'il y avait des mots, des choses que j'avais vécues de mon enfance, qui sont remontées dans mon inconscient, et que mon cerveau avait commandé mon inconscient de sortir ces choses qui étaient enfouies. Et voilà. Et du coup, j'ai bâti une théorie, j'ai construit une théorie de la poésie ondulatoire que, à l'ouvre-boîte, en fait, mon ami Éric Delermisière, qui fait partie de l'ouvre-boîte aussi, et que cette théorie a été adoptée par l'ouvre-boîte, la poésie ondulatoire, et même François Fournier s'est mis à écrire à la manière de Maggie de Coster. Ah ben c'est très bien. Il paraît que, vous parliez de philosophe, il paraît qu'un vrai philosophe, c'est celui qui crée au moins un concept. On peut dire que vous faites œuvre de philosophie. Je crois que nous allons maintenant parler du désir, puisque c'est l'objet principal de notre rencontre. Est-ce que vous pourriez d'abord peut-être dire, avant de parler de vos œuvres, si vous pouviez, on fait un petit tour de table, la place selon vous qu'occupe le désir dans la création? Et peut-être dire une toute petite définition de votre désir à vous, enfin de quelle nature est le désir? Quelle est sa place dans votre, pas encore dans votre création, mais dans la création littéraire peut-être? Oui, alors effectivement, déjà, si on parle de création, alors je pense qu'on a raison de parler de création quand on parle d'œuvres poétiques, voire même d'œuvres, tout simplement. Il s'agit d'une création, parfois d'une recréation. Je pense même que le lecteur va ajouter sa propre création lors de la lecture. Mais on peut constater que finalement, on n'a pas tellement d'autres occasions de créer
si ce n'est peut-être, alors peut-être je suis influencé par des événements récents, mais quand on crée un être. Donc il y a l'œuvre, mais en tant que parent, j'ai l'impression d'avoir fait quelques œuvres d'art. Remarquez, c'est normal, puisque poète, poésie, ça vient de poème, qui veut dire faire, créer en grec. Donc, par définition, le poète, c'est le créateur, c'est son étymologie, c'est joli que... Exactement. Et derrière, je pense que pour pouvoir créer en conscience quelque chose de qualité, il faut qu'il y ait du désir. Et vous, Céline? Moi, je crois que effectivement, c'est la même chose. L'écriture, c'est un désir multiple. Alors évidemment, on pourrait penser que c'est un désir qui est surtout un désir amoureux. Beaucoup de gens réduisent cela au désir, ce qui est totalement faux. Puisque c'est le désir d'être, le désir d'écrire, le désir de se comprendre, le désir d'aller vers l'autre. Et je rejoins totalement ce que vous disiez sur le surgissement, en fait, si je peux employer ce mot, parce que ça surgit en nous, de quelque chose qu'on doit dire, en fait, un désir inconscient qu'on veut faire surgir à travers les mots, la beauté des mots, qu'ils aient un sens premier ou pas. Et donc le désir, il est multiple dans l'écriture, et je crois que toute chose, quand on veut aller de l'avant, tout projet, et quand on veut aussi s'affirmer, parce que je vais terminer là-dessus, moi je pense que le poète, l'écriture, mais quel que soit faire des enfants ou avoir tout autre projet, c'est d'aller vers sa propre liberté. Je crois que c'est le premier grand désir de l'être humain. Et aller vers sa liberté, c'est un désir, c'est le désir de tous. Et chacun trouve sa voie, si je peux dire, poétique. Nous, c'est les mots, mais il y en a plein d'autres. Oui, bien sûr. Et vous, quant à vous? Oui, je rejoins mes deux collègues à ce niveau-là. C'est le désir, comme disait Céline, d'aller vers l'autre, mais qui a aussi le désir de l'autre. Et si je continue, tout à l'heure j'ai cité Garcia Marquez, il y a ce désir d'être aimé aussi, donc d'aller vers l'autre, le désir de l'autre, mais le désir d'être aimé de l'autre. Mais quand je dis autre, c'est pas forcément le désir amoureux, hein, donc entendons-nous, c'est vraiment, là je suis dans l'idée de partage aussi. Parce que quand on crée comme ça, c'est justement on a envie de partager quelque chose avec l'autre. Donc pour moi, c'est cet ensemble-là, c'est-à-dire désir d'aller vers l'autre, désir d'être aimé, désir de l'autre et désir de partager quelque chose avec l'autre. Et on ne peut partager ce qu'on partage le mieux, c'est ce qu'on est, c'est qui on est, d'une certaine façon. D'accord, c'est bien, vous osez aussi dire que ce désir-là fait partie du désir de créer, enfin le désir de l'autre. Tout à l'heure, vous l'avez carrément formulé, c'est aussi peut-être bien de le dire. Moi, j'avais été frappé aussi par ce que disait Gilles Deleuze, notre anti-psychanalyste le plus distingué, si je puis dire, qui lui en avait assez que le désir soit lié au manque, etc. Et je trouve ça intéressant, cette idée que le désir, c'est peut-être autre chose. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément... Deleuze disait, ce qui est terrible, c'est que pour les psychanalystes, ils ont la même conception du désir que les prêtres, c'est-à-dire comme si c'était une malédiction. Mais non, ce n'est pas une malédiction, c'est peut-être la plus belle énergie. Hein. Dante disait l'amour qui muove il sole et l'altre stelle, hein, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. C'est peut-être ça la poésie, c'est peut-être ça le désir. Et vous, qu'en pensez-vous de ce désir comme force dans la poésie? Pour moi, le désir est la géométrie variable. D'ailleurs, dans le mot désir, il y a sidération. Le mot en fait, le mot latin, je ne me rappelle plus. C'est sidou, sidéris. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand on désire quelque chose, c'est-à-dire c'est comme si on voulait atteindre les étoiles. Quoi. Voilà. C'est quelque chose. On veut surprendre aussi dans le désir. Et dans le désir, il n'y a pas que le désir amoureux. Hein. Il y a aussi le souhait, parce que en espagnol, le mot desear, c'est souhaiter. Si par exemple je dis, je vous souhaite une bonne journée, te deseo una buena jornada, un buen día. Te deseo, je vous souhaite, je désire. Et si je désire quelque chose, je veux quelque chose, c'est parce que cette chose, j'éprouve une fascination pour cette chose
et je dois déployer des efforts pour obtenir cette chose. Et je dois la mériter, cette chose. Alors le désir, c'est quelque chose qui porte quelqu'un à s'élever. Il y a aussi, comment dire, dans le désir amoureux, il y a aussi le fait de souffrir aussi. Parce que dans une passion amoureuse, eh ben, l'individu qui éprouve le désir de l'autre doit consentir un sacrifice. Voilà. C'est pour ça que dans le mot passion, patior, signifie souffrir. La passion, c'est pas quelque chose c'est quelque chose de noble, de sublime. Voilà. Jean-Jacques Rousseau, pardon, juste pour moi, le désir, c'est la vie, tout simplement. Moi, je suis totalement d'accord. oui. Oui, tout à fait. Oui. Et je repensais, Rousseau écrivait « Malheur à qui n'a plus rien à désirer ». C'est beau, hein, notre grand Jean-Jacques. C'est vrai que le désir nous relie aux étoiles, c'est ça qui est très joli avec sidéral, intersidéral, sauf que c'est un aller-retour, c'est une nostalgie de l'étoile. Vous savez, quand Jacques Brel disait « l'inaccessible étoile », c'est vrai que c'est un peu le drame de tout artiste, quel qu'il soit. Il paraît que les plus douloureux des artistes, ce sont les peintres, car jamais aucun peintre n'a réussi à peindre le tableau qu'il avait dans la tête. Alors que parfois, quand on écrit, on rejoint presque ce qu'on avait dans la tête. C'est assez bouleversant. Le désir, c'est peut-être aussi ça, c'est cette énergie qui fait qu'on va continuer, même si on sait qu'on n'y arrivera jamais. Enfin, c'est très beau. C'est Rimbaud qui disait que quand on n'y arrive pas, on se retrouve avec la réalité rugueuse à étreindre. On retombe sur le sol. Alors, est-ce que maintenant, nous pourrions parler du désir tel qu'il se manifeste dans les livres que nous avons écrits ou commis, selon... Je vous en prie, allez-y. Oui. J'avais écrit pour motiver... Enfin non, j'ai écrit après le Tour du Monde une chanson qui s'appelait « Ils ont commis le tour du monde ». J'aime bien le verbe « commettre » parce qu'il a beaucoup de sens, effectivement, et on peut le comprendre différemment. Oui, le désir dans mon œuvre... Alors, effectivement, hein, le désir, il y a beaucoup de formes de désir. Moi, j'avais envie de poser la question, on a parlé aussi, le désir, c'est la vie. Ça me paraît très très difficile, par exemple, de faire la distinction entre la poésie et la vie. Parce que la poésie, elle est partout dans la vie. Il faut savoir la déceler. Mais bon, donc du coup, c'est une question ouverte, mais c'est difficile. Et moi, le désir, je crois qu'il y a une sorte de bijection entre la poésie et puis la vie. C'est-à-dire que effectivement, on a dans des besoins, on a parlé beaucoup de besoins, on a des envies, et puis on a envie peut-être de sublimer parfois ces envies. Alors moi, je vais prendre un exemple. Moi, je crois que je me tourne sur ce que j'appelle, alors on parlait tout à l'heure de géopoésie, mais là je préfère utiliser un autre terme, la poésie de l'action. Parce que justement, je ne sais pas dissocier la poésie de la vie. Et je peux avoir par exemple le désir d'un paysage, le désir d'une randonnée. Parfois c'est même plus banal que ça, le désir d'un nom, le désir d'un sommet. Et à partir de là, c'est ambivalent entre l'un et l'autre. Parfois j'ai l'impression d'écrire, de relater, de refaçonner, de recréer tout simplement un sommet, une belle randonnée ou un bon moment. Et puis parfois j'ai l'impression de l'inventer, ce bon moment à venir. Je ne me souviens plus, mais dans ce que vous nous aviez dit, Louis-Philippe, parfois j'ai eu l'impression que vous écriviez en présageant de ce qui allait advenir. Vous disiez, je vais aller à New York, je ne me rappelle plus les termes, à Rome. Puis juste après, vous avez dit, je suis allé à Rome, je suis allé à Jérusalem. C'était vous, Philippe, qui citiez Louis-Philippe. Et bien je pense qu'il y a de ça, en fait. Hein. En écrivant, à la fois on sublime ce qui a été, mais également on permet à ce qu'il advienne.
Les Allemands commentent ça en disant « Méfie-toi de ce que tu désires, car tu l'auras ». Et Sartre complétait en disant « On ne sait ce qu'on voulait que quand on l'a fait ». Donc, ce qui veut dire que c'est assez intéressant, il faut réaliser, sinon on n'est même pas sûr qu'on le voulait. Donc la poésie, c'est un peu cela aussi. Hein. Je trouve que les deux se nourrissent, le poème et le fait. Oui, c'est bien, certainement. Alors on va maintenant vraiment parler de ce que ça donne dans... Hein, vous avez commencé à le faire dans nos livres. On a encore une petite dizaine de minutes et ensuite nous lirons des passages de nos livres qui pourraient renvoyer au désir, qui pourraient aussi donner envie de nous lire, pourquoi pas, ça serait gentil. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, peut-être, parce qu'en parlant de livres, je pense à mon livre Tour du mondiste. Oui. Pour moi, il est important, c'est un roman de poésie, donc je mélange les genres. Pour moi, il y a une histoire. Mais le désir, au départ, c'est pas d'écrire Tour du mondiste. Le désir, c'est de faire le tour du monde. Oui, d'accord. Et puis l'un l'autre se nourrissent. Ça aboutit à Tour du mondiste, qui permet de refaire le tour du monde, pas seulement en famille, avec tous les lecteurs, et puis je ne m'interdis pas de le refaire moi avec mes souvenirs. C'est très gidien, vous savez, Gide disait c'est bien joli, tu me parles du sable, etc. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est que mes pieds nus touchent ce sable. C'est vrai que la vie c'est plus important que l'art. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Tout à fait, Je pense que la vie sans l'art serait triste, et puis l'art sans la vie, alors c'est rien du tout. Hein. Mais il y a aussi des artistes qui ne vivent plus, hein, ou des intellectuels qui ne vivent plus, c'est le mythe de Faust. Hein. Il va se suicider au début parce que il est docteur en tout, sauf en vie, où il est nul en vie, et donc il faut faire attention, il faut peut-être... Mais bon, Rimbaud vit encore à travers nous, à travers tout ce qui peut nous faire ressentir, je pense. Et vous, Céline? En fait, ça rejoint ce que tout le monde dit un petit peu. Je pense que le désir, au départ, enfin en ce qui me concerne, c'est une envie irrépressible. Et cette envie irrépressible, ça peut être de quelque chose que je suis en train de faire, quelque chose que je suis en train de voir. Et en fait, on ne peut pas, dans nos vies, s'y contrôler. C'est quelque chose qui arrive et on ne s'y attend pas. Alors il y a des choses, voilà, on se dit effectivement... On peut supposer quand on fait un très beau voyage ou certaines belles choses. Je donne juste un exemple où moi-même, ça m'avait surpris. Je regarde les informations et tout d'un coup, au sein des informations, je vois dans une région française des hommes et des femmes qui essaient de retrouver des bornes qui étaient cachées sous les herbes. Et alors tout de suite, j'ai senti le besoin d'écrire. Il a fallu que je me lève et après, et voilà, ce désir, il est démultiplié parce qu'il y a l'envie de faire des recherches, il y a l'envie peut-être d'aller à l'endroit. Effectivement, c'est soit le fait qui nourrit, soit la poésie elle-même qui nourrit et qui est mémoire aussi. Parce que c'est ça aussi partagé, c'est que les mots, ça reste. Et il y a aussi leur interprétation, effectivement, ça reste et c'est enrichi par la lecture qu'en feront les lecteurs, ceux qui vont entendre et qui vont encore enrichir notre histoire, notre vécu. Et donc pour moi, le désir, c'est tout ça, mais c'est vraiment quand même une irruption, quelque chose qu'on a en nous, je ne dirais pas qu'on s'interdit justement, parce que ça c'est très psychanalytique de dire ça, et pour reprendre aussi, le désir, c'est aussi peut-être ce que l'on a tous les jours, et que l'on redécouvre, pour terminer, voilà, on a, ce qu'on parle, ça peut être pour la personne que l'on aime, son époux, sa femme, ou ses enfants. Moi, je suis dans le désir permanent de ma fille, quand je l'ai vue passer de la petite fille à l'adolescente, et qu'on se dit, je disais ses tresses, et tout d'un coup, juste elle dénoue ses tresses, et c'est plus la petite fille, en une seconde qu'on avait vue, mais c'est la femme qui surgit. Et ou des gens dans la rue, et je pense que c'est ça aussi, c'est le désir pour terminer, mais reprendre, parce que je crois qu'on est très d'accord sur ce point-là, le désir de la vie et aussi de regarder ce qui est beau, parce qu'il y a beaucoup de belles choses. Et vous, Louis-Philippe, oui, donc, vous en avez parlé un petit peu. Émeric et Céline ont déjà dit l'essentiel à ce niveau-là. Et j'ajouterais peut-être l'association désir et rêve. Par exemple, le désir d'ailleurs, qui peut être aussi le rêve d'ailleurs, en ce qui me concerne. Et c'est ce qu'on retrouve justement, Émeric, quand il a bien cerné, en faisant référence au poème que vous avez lu, Voyage, et ce désir d'ailleurs qui m'a habité, j'ai envie de dire, très tôt, parce que j'étais
enfant, je vivais sur une colline, et justement, comme on dit tout à l'heure, en allant vers le musée Jean-Jacques Rousseau, et avec le maire et l'adjoint au maire, l'adjoint à la culture, j'ai visité non, c'est-à-dire j'ai parcouru un petit peu Montmorency et je me suis rendu compte que Montmorency était fait de beaucoup de collines, c'est-à-dire on monte et on descend, c'est un peu la même topographie que Port-au-Prince. Port-au-Prince est beaucoup plus grand bien sûr, et on monte et on descend en permanence, et là où j'habitais enfant, je voyais toujours la mer au loin, qui était assez loin quand même, mais je voyais la mer. Et très vite, très très tôt, ça a fait naître en moi le désir d'ailleurs. Parce que je voyais toujours des bateaux qui, comment dire, entraient et sortaient du Golfe. Et là, c'est quelque chose qui très très tôt est venu en moi, ce désir d'ailleurs là. Et qui m'accompagne et encore. Mais même dans le rapport que je peux avoir à l'autre. Quand souvent j'entends des gens, les continentaux, parler des insulaires comme des gens fermés sur eux-mêmes, alors que moi c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la mer ou l'eau, quel qu'il soit, me donne l'impression ou l'envie ou le désir irrépressible de l'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai du mal. Et quand je suis dans une ville où il n'y a pas d'eau, je me sens clos, je me sens fermé. Justement, vous parlez de Jérusalem. Justement, c'est une ville qui m'a assez, je ne dirais pas jusqu'à dire angoissé, mais c'est une ville où je me suis senti étouffé. Et pendant tout mon séjour en Israël, par exemple, j'allais souvent à Tel Aviv, presque chaque week-end pratiquement, parce qu'il y avait la mer à Tel Aviv. Et ça me permettait, comment dire, d'être... L'eau, pour moi, à ce niveau-là, ça suscite immédiatement ce désir d'ailleurs. Là, ça peut être juste un fleuve. Il faut regarder Jérusalem du haut du mont des Oliviers. Oui, mais même dominer comme dans votre on a l'impression justement, on est en pleine période de confinement, on a l'impression, quand on est à Jérusalem, d'être confiné et en permanence. Alors que, justement, quand on est à Tel Aviv, on va vers cet ailleurs-là, il y a l'eau, et Rome, tout à l'heure, vous parlez de Rome aussi, pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire, le Tibre, autant quand j'étais adolescent, justement en classe de latin, on parlait du Tibre, et ça nous fascinait quand on disait que l'autre a traversé le Tibre pour déclarer la guerre. Et donc, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, j'étais un peu déçu, parce que c'est pas ce que comment dire, j'avais adolescent imaginé, mais en même temps, le fait de traverser le Tibre, de voir l'eau s'écouler, il y avait toujours ce désir d'ailleurs. C'est comme si ça allait m'amener vers quelque chose d'autre. Et pour moi, donc, le désir d'ailleurs, c'est en œuvre, et vraiment en œuvre, et dans tout mon travail, c'est-à-dire depuis cette enfance-là jusqu'à aujourd'hui, en fait. Vous savez, la fameuse phrase « la vraie vie est ailleurs » que l'on attribue à Rimbaud, il ne l'a jamais dit, il ne l'a jamais prononcée, il ne l'a jamais écrite. Il disait « la vraie vie est absente ». C'est plus grave quand même, c'est un peu plus triste. Il nous reste en fait très peu de temps avant que nous passions à la lecture de quelques-uns de nos textes. Vous pourriez dire la place du désir dans la littérature, dans la vôtre aussi? Le désir pour moi, c'est d'aller vers les autres. Parce que je pense que moi-même personnellement, je ne peux pas vivre sans les autres. J'ai fait mienne cette pensée de Raoul Folgo. On n'a pas le droit d'être heureux tout seul. J'ai toujours le désir de partager, d'aller vers les autres. Partager sur le plan littéraire, partager sur le plan matériel, etc. Et c'est pour ça que j'avais créé le Manoir des Poètes, qui a duré pendant 14 ans. En fait, la revue papier existait pendant 14 ans. Et maintenant, il y a un site où je publie des poètes du monde entier. D'ailleurs, il y a une rubrique qui s'intitule « Poèmes d'ici et d'ailleurs ». Et bien, si vous allez sur le site du Manoir des Poètes, vous allez voir des poètes avec leur drapeau. En fait, les poètes publiés avec les drapeaux de tous les pays, les poètes des 5 continents. Et j'ai fait une anthologie, d'ailleurs, sur les poètes des 5 continents déjà. Il y a le Philippe d'Alembert qui est dedans. Et il y a aussi, j'ai fait une autre anthologie bilingue de français-espagnol, que j'ai moi-même traduit,
des poètes latinos, comme aussi des poètes français. Et que moi, je voyage beaucoup, je suis une grande voyageuse, mais je fais plutôt des voyages littéraires. Ce n'est pas seulement des voyages d'agrément, des voyages littéraires, parce que je voyage beaucoup en Amérique latine, je fais des conférences. Et là, ça me manque beaucoup. Je devais aller au Mexique, je ne suis pas allée. Je devais aller en Colombie, je ne suis pas allée. Au Caracas, je ne suis pas allée et tout. Et voilà, alors pour moi, le désir, c'est d'aimer les autres, d'aller vers les autres, de partager. Et voilà. En fait, le désir, c'est une de nos grandes énergies. Vous y mettez la générosité, vous y mettez le partage, c'est magnifique ça. Il nous reste vraiment très peu de temps. On va chacun, si vous voulez bien, pour finir, dire la place du désir dans nos livres et peut-être même annoncer les passages qu'on va lire un tout petit peu, puisque ensuite, nous prendrons presque une petite demi-heure pour lire des passages de nos livres. Est-ce que vous pouvez nous dire la place du désir précisément dans vos livres et puis peut-être dans l'œuvre ou les livres dont vous allez nous lire un extrait, cher Amérique? Oui, moi je voulais vous lire un extrait d'un ouvrage qui s'appelle B2B, un titre un peu énigmatique. On peut mettre beaucoup de choses. Moi je voulais y mettre... alors c'est un peu un livre de nostalgie, c'est le retour après le voyage, parce qu'il y a un moment où il faut revenir. Le voyage n'est beau, comme celui du disque, à partir du moment où, à un moment, il se termine. Et donc, B2B, ça signifie back to business, back to basics, back to bullshit. Enfin, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Je vous laisse choisir. Et donc, je voulais quand même, parce que malgré ça, il y a quand même des pépites partout. Et je voulais vous lire Ivre d'azur. Mais peut-être après, alors, hein? Oui, après. Alors, c'est très bien, comme ça, il est... Voilà. Le teasing est fait, et on l'entendra. À vous, Céline? Quand vous avez posé cette question, je me suis dit, ah tiens, est-ce qu'il faut forcément des poèmes qui s'intitulent des... Ah non, mais pas forcément. Non, mais ça nous a amené à, en tout cas moi, encore à s'interroger sur soi, ce qu'on écrit. Et je crois que tout est désir dans ce qu'on écrit, que ce soit dans des recueils ou recueil de poésie ou recueil de nouvelles. Et je lirai un texte qui s'intitule, un poème, parce qu'il est dans le thème, qui s'intitule Rage poétique, pour le surgissement justement du désir. Et un autre un peu plus léger, parce que la poésie, ça peut être aussi ça, parfois quelque chose de léger et de doux, et je trouve que c'est important de le dire parce que les gens pourraient penser, et ça faut arrêter, que la poésie c'est réservé aux initiés. Tout le monde peut écrire si on a à un moment donné envie de la poésie et faire surgir de la beauté en se laissant aller. Oui, et d'ailleurs il y a un concours de poésie organisé par la ville de Montmorency, vous êtes au courant peut-être? Je crois qu'on a déjà une 50aine de textes, nous allons former un jury, nous allons élire le meilleur poète, petit poète ou grand poète, on verra bien. Et vous, annoncez, peut-être faites votre teasing avant lecture. J'écoutais Émeric qui disait quand il y a voyage, il faut qu'il y ait retour. Et oui. Moi, je pensais plutôt à autre chose, où la vie, comme ce que j'appelle vagabondage, où on ne peut pas revenir justement. On a habité un certain nombre de lieux. L'enfance, pour moi, c'est un lieu, c'est pas le temps, c'est plus un espace. Et c'est des lieux où on ne peut pas revenir. Donc, il y a dans mon travail ce désir, ce souhait de revenir, mais l'impossibilité du retour. Et c'est ce qu'on trouve dans beaucoup de mes textes. Et puis, toujours lié à l'enfance, le désir du corps de la femme quand on est enfant, quand on découvre le corps de la femme, et ce qui reste est un mystère pour l'homme que je suis, et donc je lirai un poème intitulé Mystère, justement. Bien. Et vous, Maggie, vous allez nous lire... Mais je n'ai pas encore choisi. Bon. je sais que je lirai des poèmes de mon dernier recueil. D'accord. À fleur de mots. Ça m'a été inspiré majoritairement par le Covid, parce que j'étais vraiment en empathie avec... je pense que... Enfin, je suis émue parce que
j'ai écrit ces poèmes, il y a 40, en fait il y a plus de 40, mais il y a 40 poèmes que j'ai écrits au jour le jour, en regardant la télévision, en voyant mourir les gens comme ça. Et je ne pouvais pas rester indifférente. Parce que je suis quelqu'un d'hyper sensible. Alors j'ai écrit ce poème-là, c'était pour exorciser ce mal, même si je n'étais pas personnellement concernée, mais c'était mes semblables. Voir mourir des gens, autant de gens comme ça, pour moi c'était insupportable. Et puis, pardon, excusez-moi, je suis émue. Et puis, je lirai un poème de cette anthologie. Non, c'est pas une anthologie. C'est un recueil de poèmes qui est en 3 langues. En fait, en bilingue, français, espagnol. En fait, la partie espagnole, c'est moi qui l'ai traduite. Et la partie italienne, en fait, en langue italienne, en fait, c'est français, espagnol, italien, c'est traduit par l'université de Cagliari en Sardaigne. Et ça fait partie d'un mémoire, un mémoire de master en langue de l'université de Cagliari. C'est aussi pour rendre hommage à la personne Mario Selvaggio qui m'a fait honneur de faire un mémoire sur... Bien, vous nous lirez ça, très bien. Voilà. Moi-même, j'ai commencé en littérature, si je puis dire. Enfin, normalement, j'étais agrégé de lettres modernes et prof de français. Mais j'ai commencé en littérature par la littérature régionale. J'ai écrit plusieurs livres en hommage à notre région, donc je lirai un petit passage aussi. Et autrement, mes 2 derniers romans, l'un évoque le Pacifique Sud où j'ai habité. Vous parliez de ces lieux dont on se souvient ou qu'on ne retournera pas voir. Je crains de ne pas retourner à Wallis et Futuna, hélas. Mais je rêve encore en wallisien, une langue que j'ai appris. C'est très surprenant. Enfin, je ne comprends pas comment je peux rêver en wallisien. Et je ne sais pas surtout à qui je pourrais le raconter. Quand je rêve en wallisien, je ne le raconte même pas parce que c'est trop secret, c'est trop intime. Voilà. Et autrement, je lirai aussi un extrait du dernier de mes livres qui vient d'être publié. Non, c'est pas celui-là, il est tombé. Enfin voilà, non, le voici pas. Il s'intitule « Des loups noirs aux chiens bleus ». Les loups noirs, ce sont nos inquiétudes. Les chiens bleus, c'est la Bretagne. Pour le comprendre, il faut lire 2 citations qui sont au début et qui ne sont pas de moi. Et c'est cette idée qu'on est de différents endroits. Moi, je suis italo-breton, français, mais italo-breton, ce qui est un peu bizarre, mais tout cela donne du sens. Eh bien, nous allons commencer nos petites lectures. Nous avons à peu près jusqu'à 5h15. Donc, comment faisons-nous? Peut-être on peut dans l'ordre que l'on veut, c'est ça? Oui. Eric, on peut, dans l'ordre que l'on veut, on va faire les lectures? Très bien. Bon, on va continuer notre tour de table. Alors, c'est à vous. Merci de nous faire rêver quand on dit que Montmorency ressemble à Port-au-Prince. Moi, tout de suite, ça y est là. Le désir, il est là. Et puis, voilà. Et quand on parle de Wallis, alors là... Ça vous parle aussi? Ah oui, beaucoup. Vous y fûtes? Non, mais j'en rêve maintenant, ça y est. Le désir est né. Ah, c'est magnifique. Alors, je vais vous lire Ivre d'azur de Bidou. Bouche ouverte, tête nue, dévorant sans retenue, à pleines dents l'atmosphère, goulûment dans la lumière. L'alpiniste, en jeans, prend son souffle au premier plan, d'une photo singulière, il ne fait pas de manière. Il porte crampons aux pieds, à sa pogne son piolet, et s'esquie en bandoulière devant une grosse pierre. Il goûte à l'éternité, dégoulé et dégoulé. Il a les 2 pieds sur terre et la tête dans l'éther. Il domine les sommets, l'azur n'est plus inviolé. Tableau extraordinaire, il est libre dans les airs. Tantôt, je ferai le fier. Oui, donc je vais lire le poème liminaire, c'est-à-dire qui ouvre mon second recueil, qui est un hommage donc, justement aussi à la poésie et à l'envie de vivre dont on n'a pas arrêté de parler, et dont le titre est Rage poétique. Le désordre du monde, son bruit assourdissant, envahit les écrans,
et s'émue en quittant. C'est Alep, c'est Berlin qui souffrent ce matin. Mais hier en Afrique, ou même au Pakistan, on entendait Paris et tout son Bataclan, qui en une seule voix, au-delà des frontières, criaient, pleuraient, hurlaient, déplorant cette misère, celle qu'on appelle la guerre, que tant sont prêts à faire. Face à la barbarie, que peut l'alexandrin? Face à la violence, que peut donc un quatrain? La poésie se meurt dans ce monde de heurts. Elle semble reléguée au banc des écoliers, récitée, annonnée et non plus adorée. À peine respectée comme une vieille mamie, elle a été tuée par la technologie. Et pourtant, cette voix, moi, je la porte en moi. Et elle veut sortir, oui, elle veut surgir, voulant porter ce cri et même le rugir, pour dire qu'elle est là et que oui, lisez-la. Parce qu'en elle travaille la modernité, celle qui porte en ses mots toute la vérité, celle qu'il faut deviner et même rechercher, dans la difficulté et le labeur fécond qui se divide en soi comme un tendre cocon. La poésie est griffe et elle est une rebelle. Pénétrez donc en elle pour voir comme elle est belle. C'est magnifique. La parole, je vais lire deux textes tirés de mon recueil Cantique du balbutiement, paru en septembre 2020 aux éditions Bruno Doucet. Donc, le poème liminaire, témoignage. Un jour, j'ai poussé les portes de l'aube et je me suis assis sous une véranda face à la mer Caraïbe, avec pour unique compagne une petite chaise de paille que je trompe par moments, que je trompe parfois. Les soirs d'averses violentes, quand les lampes ont cessé leur dialogue, avec une dodine de paille et les âcres étoiles d'un rhum de Cannes. Et là, face à la mer Caraïbe, le conciliabule muet attend de chaque fois de remonter l'enfance de son vagabondage, l'adolescence aussi de ses utopies qui tardent à s'éteindre. Un jour, j'ai poussé les portes de l'aube, depuis je vois le monde à travers ses rayons pâles d'ombre et bleus de nuit, sans les effusions de mes blessures. Ce jour-là, face à la mer Caraïbe, j'ai rêvé d'un poème qui nulle part ne commence, ou alors de l'enfance, et nulle part ne finit. Mystère. Or, les filles avaient cette odeur de lune verte quand leurs jambes nues frôlaient ton enfance. Les filles portaient dans leur démarche tout l'ailleurs qui t'espérait à l'extrême du temps. C'était hier. À te retourner, tu sentirais le rire clair d'Adelina, la fille du pasteur, qui rentrait dans la nuit à l'appel des usages, achevant de tarir les derniers mots de ton cousin. Longtemps, celui-ci rêva de retrouver sa parole dispersée au clair de lune, mais jusqu'au bout, il n'en sera resté qu'un terne bégaiement qui sourdait parmi notre enfance, tel geyser imbibé de vaine rage et d'espoir éteint. Or, les filles avaient ce goût d'étoiles interdit à tes cavalcades de Gavroche Caraïbes. Les filles mères précoces te couchaient sur leurs seins sans nulle pensée pour les hâtives fourmis qui de part en part te traversaient le corps, ni l'insomnie qui t'accompagnerait jusqu'au mi-temps de la nuit. La laine citronnelle de leurs jupes s'étalait lascive sur les rives du sommeil, disputant aux rêves les reliefs de ton enivrement. Les filles, longtemps habiteront ton regard, écluse rebelle au courant de l'errance. C'était hier. Au dehors, le vent roulait tous les mystères des âges à venir. Le vent au dehors battait l'innocence et la peur mêlée. C'était hier. L'odeur du café jeté dans l'air frais annonçait toujours le petit matin ou l'arrivée inopinée d'un visiteur aux semelles lointaines. Les trois gouttes versées sur le sol destinaient un langage invisible que poussière et pas effaçaient par mégarde d'étranges hiéroglyphes connus de la seule frénétique patience des fourmis noires et folles. Les filles,
Tu le sais, à ce cap de la traversée, toujours auront cette odeur de lune verte et ce goût d'étoiles fraîches. Les filles jamais ne perdront leur allure de fleuve que même la mémoire ne remonte. Lors, les bateaux entraient dans le port, Margouillat traînant leur obésité sous le soleil, les bateaux lourds repartaient avec leur cargaison de rêves, d'horizons et d'effluves inabordables. Et ton regard, dépouillé de tes galops au bout des âges, ton regard comme une longue sirène aux confins du temps. De quel écho provient la mémoire entravant le couler du jour? De quel flux contraire, de quel vent brassant à contre-courant ces senteurs de nul ailleurs? Longtemps, impassible, le fleuve suivit son tracé, hormis par instants des détours d'agrément, secs ou profonds selon l'épaisseur du caprice ou la largeur de ses crues, ici s'attardant pour laisser plus d'aise à ses bras, là se vautrant sur son lit de galets, de feuilles mortes et d'alluvions, ou accélérant sa marche à l'orée de rendez-vous avec la mer. Longtemps, le fleuve ne sut rien de sa source. Il assaut de lutte avec la terre pour la mener au jour, ni les échappées aux fourbes caresses des lagunes, ni les pourparlers avec les rivières qui lui donneront son envol, ni les écueils des écluses. Longtemps, le fleuve ne sut rien. Ô chemin d'aveugles errances, pareil à celui de l'enfance, l'avancée fut de trouble et d'entêtement au fort des âges. Sur la terre des autres, l'avancée fut de magie, de lumière, un long éblouissement tel le corps de la femme au petit matin de la vie. Ô chemin d'aveugles errances, elle fut aussi d'ombre sans fin sous nos pas. Écho de tambour sans nulle provenance au milieu de la nuit, sans nulle issue non plus, l'esprit comme pris dans une niche, quand le vent au dehors battait l'innocence et la peur mêlée. Ô chemin d'aveugles errances, elle fut d'amertume et de désillusion qui jamais pourtant n'éteignirent la folie. C'est encore un extrait de mon tout dernier recueil paru aux éditions du Cygne, qui s'intitule À fleur de mots, inspiré par le Covid. Le silence est venu à nous un jour de mars, transporté par un chasseur solitaire, un chasseur sachant chasser sans égal, un tueur sans gage et sans préavis. Le silence est venu à nous un jour de mars, transporté par un chasseur solitaire, de l'Est arrivé et dérivant de ville en ville, étalant son attirail dans la trame des vies. Le silence est venu à nous un jour de mars, transporté par un chasseur solitaire, virus patenté dans l'éviscération des corps souffrants, incarnation dans les nuitées des hôpitaux débordés. Un silence sépulcral pénètre le cœur des artères décongestionnées, et les oiseaux orchestrent la danse de félicité dans un ciel désencombré, quand le soleil balise les sentiers solitaires, caressés par la brise printanière. Peut-être un autre. Craquelage de l'espoir dans les paupières nues du soleil, qui fulgure chaque jour dans l'œil de cyclope. Irradiation de la colère dans le ventre de la terre, ébullition des particules en mouvement dans l'air confiné des espaces intramuraux, spasme dans les artères désunies, danse saccadée sur le fil du rasoir, regrets multiples, escaladant à pas feutrés les échelles du cœur, aux cris étouffés des roses en pamoison. Des roses en pamoison. Merci. Un extrait de mon roman, donc Des loups noirs aux chiens bleus, qui vient de paraître chez l'Harmattan. Et cela commence par un poème de Xavier Graal, un des poètes que je vénère. Il a vécu presque 20 ans à Sarcelles, si vous ne le savez pas, avant de retourner dans le Finistère. Et il écrivait « Parmi les chiens bleus, je partirai sans dire rien, dans les marais de Yonelaise.
Je laisserai glisser toute chair dans la terre triste de Bodmer. Les larmes lisseront pierre. Je partirai sans maudire rien, muet, inutile, sans paupières, dans l'inutilité des tourbes. Lasses sont les âmes de trop aimer sans recevoir. Fourbus les pluies de féconder rien. Peuple errant des maudits, crapauds claboudant aux étangs, sonnent les glas à Brénilis. Passion selon l'Ankou, les poètes aux enfers descendent, fous les vents sur les collines, dans les marais du Guenélèse. L'archange ne répond pas aux mourants, crient les landes à minuit, plaisir mauvais qui me crucifie, c'est fini, je m'en vais au marais, traînant ma plainte et ma légende. Les loups noirs qui hantaient mes nuits, depuis ma conception, ces idées sombres qui m'avaient si longtemps empêché d'être heureux, à force de journées grises et de nuits cauchemardesques, n'avaient pas résisté au jappement joyeux des chiens bleus de l'arrêt. J'étais enfin prêt à aimer. J'allais reconquérir Louane, la regarder avec mes yeux tout neufs, la rendre heureuse enfin. Vraiment un extrait du livre précédent qui évoque ce Wallis dont vous rêvez aussi, Émeric. Ça commence par une phrase de Frédéric Beigbeder. Dans la vie, on n'a qu'un seul grand amour. Tous ceux qui précèdent sont des amours de rodage, et tous ceux qui suivent sont des amours de rattrapage. Je suis bien d'accord avec Frédéric Beigbeder, surtout en ce qui concerne les amours qui suivent, n'ayant connu aucune femme avant Claire. Mais je crois qu'il s'agissait, en ce qui me concerne, moins de rattrapage que d'ersatz. La maladie d'aimer m'aura privé d'amour de remplacement. Mais elle m'aura permis d'entrevoir l'amor che move il sole e l'altre stelle, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles, celui que célèbre Dante dans sa divine comédie. Cet amour-là est capable de se passer de la présence de l'être aimé. Cet amour-là fait croire à celui qui l'éprouve que rien n'est jamais perdu, le rend capable d'espérer ou du moins d'attendre. Je pense que nous avons le temps, si vous voulez, en allant assez vite, de lire tous encore un autre texte, si vous le voulez bien, hein, puisque la petite synthèse, on la fera, disons, dans 10 minutes à peu près. Hein, si vous voulez bien, ça serait gentil, un autre texte de vous. Donc je prends la suite. Vas-y, bien sûr. Moi je vais vous lire un poème qui date de 2014 dans le recueil La perle de l'océan Indien et autres pierres précieuses. C'est peut-être l'occasion de dire, par rapport au désir, que je crois que le poème est un joyau, est un bijou, est une singularité qu'on a polie, qu'on a travaillée, et finalement dont on se pare, peut-être pour susciter aussi le désir pour être aimé, pour s'aimer soi-même. Donc moi je ne porte pas de bijoux autres que mes poèmes, ils sont autour de moi, et certains sont dans La perle de l'océan Indien et autres pierres précieuses. Celui-ci s'intitule « Je gravite autour de toi ». Je gravite autour de toi comme autour du soleil, Jupiter. De nous notre lune, de Jupiter les 65 siennes, d'Albiréo sa jumelle. Ton pied frôle le mien, je m'extasie. Nos orbites se sont approchées dans le même univers, à quelques milliards d'années-lumière. Je télescope ton pied, j'ajuste ma focale, contre toi, derrière toi, je me cale. Je m'arrime à tes amarres, en mer je m'accroche à tes flotteurs. Quand dans la nuit, même quand tu dors, tes deux amers phosphorent. Je m'accroche à tes rondeurs, je décolle du sol lunaire. De la terre je m'envole en apesanteur. Je parcours le globe en 1 heure. Dans cette seconde où s'entr'ouvre le multivers, où tout se dédouble,
Je parcours à toute vitesse l'arbre d'identité, le tien, le mien, tout le sexe opposé à qui tu appartiens. Mon étoile double, tu m'abandonnes ton amande en offrande. Quand je rencontre ta rotondité, ça fait des étincelles, jusqu'au bout de la nuit. Au petit matin, tes cratères sont éteints. Tu craches moins ton venin. Mes instincts sont calmés. Quand nos destinées aboutissent à leur fin, ça donne une fée. Et puis, plus rien. Alors on erre dans le gaz sans but, côte à côte. Deux astres éteints qui se sont trop étreints. Deux blémures aux grains séchés qui ont tout donné. On se rapetisse, on évite les caresses de la jeunesse. Les orages, les coups de tonnerre, les cieux clairs, on s'éloigne à jamais. Fait que je me sois trompé, je veux d'autres lutins qui puissent témoigner pendant quelques éternités de nos amours sans fin. Alors, en fait, si vous me permettez, parce que c'était très court, je l'avais écrit exprès, mais du coup, ce que j'ai entendu m'a donné envie d'en lire un autre, pour dire aussi que la poésie, c'est exprimer un désir qui n'est pas forcément le nôtre, mais qu'on ressent intensément parce qu'il est celui des autres, et là où je rejoindrai, parce qu'il est la souffrance des autres qui nous a touchés, et qu'on a envie de parler de ça, et sur une thématique très moderne. Enfin, me semble-t-il, parce qu'on en entend beaucoup parler, je dis rien, je vais lire le poème et chacun entendra. Ça s'appelle « Confusion des pronoms ». Le « il » est devenu « elle ». Et dans la confusion des genres, les pronoms ont changé de pronom. Plus de mademoiselle, c'est l'acceptation de son genre. C'est une révélation dans la transmutation, la connaissance de l'osmose, dans la métamorphose. Maman, papa, acceptez-moi. Non, ne me rejetez pas, ne fuyez pas, faites face, comme moi. Il faut avoir du courage, ne pas se soucier de son entourage. Il faut accepter cette épreuve d'une descendance neuve. Oublier mon sexe premier, cette erreur quand je suis née, célébrer ma véritable naissance, qui n'aura jamais d'enfance. Je suis elle dans le masculin, je suis il dans le féminin. Qu'importe la conjugaison, j'aspire à être au diapason avec ce que je suis aujourd'hui. Je suis rebaptisée, cessez de me stigmatiser, et dans l'acceptation des genres, un nom sans confusion transgenre, ouvrez votre vocabulaire et enrichissez votre dictionnaire. Ma nouvelle histoire, c'est aussi la vôtre ce soir, et demain s'écriront de nouveaux matins. Je ne serai plus un pauvre chien, enchaîné, bon à rien. De l'animal blessé jaillira dans le transgressé une nouvelle humanité, riche d'une autre vérité, propre à faire évoluer l'idée de nous que l'on se fait. Voilà, et quelque chose de vraiment plus léger que j'avais écrit pour l'occasion, voilà, une sorte de petit bonbon pour montrer aussi la légèreté après ça. 5 petites lettres. Il faut le susciter pour le faire exister, et bien le sussauter pour bien en profiter. Bonbon acidulé, aux courbes ondulées, il éveille nos sens, ô sensuelle danse. Notre échine en frémit, folle parfois, en gémit, car il a su faire naître, avec une main de maître, des émois, des frissons, brûlants petits glaçons. 5 petites lettres pour animer un être. Désir, ô doux désir, source de nos plaisirs. Désir, ô doux désir, viens donc me saisir. C'est gentil d'avoir écrit un poème sur le désir. Pour l'occasion, c'est vraiment un plaisir que vous nous faites. Je lis donc un texte tiré de Saisie de Pincel, qui est en fait une compilation de recueils précédents parus aux éditions Point au Seuil. Il s'agit d'un texte de jeunesse, donc vous me pardonnerez, c'est un texte écrit, j'avais 21 ans, donc avec toutes les faiblesses que cela implique, mais je vous le dis quand même. Complainte de la prostituée. Nulle soif d'homme ne sème ces perles
mais encore ces rubis sur mes pas délavés, ces fleurs remplies de tant de flammes, de tant d'effluves d'amour, et qu'on offre ainsi que la terre ses cuisses écarlates aux violentes caresses d'une pluie tropicale. Mes seins usés ne savent plus quand survint ce cauchemar, ni quand ces serres d'oiseaux de proie fondirent sur ma vie pour briser sa sève et sa joie. Je me souviens pourtant que ce jour-là, il faisait froid dans la maison, froid sur la natte de mes frères, sur leur faim d'enfants, sur les vers de terre, seuls compagnons de leurs jeux sans pain, sur les marées vives qui soir et matin labouraient le sourire flétri de notre mère. Mon sexe dépulpé n'a plus mémoire du baiser tendre et parfumé d'un amant, un de ces moments de chaude câlinerie qui annoncent la rosée merveilleuse des sens. Je me souviens, comme la réception de sa première lettre d'amour, même si le parfum n'en est que plus cruel, je me souviens que ce jour-là, l'aube, une fois de plus, n'avait pas accouché de soleil dans les cendres du foyer. Et je promis à mes frères une maison sans fin, des jouets pleins de pain, à notre mère une douce coulée de bonheur. Aujourd'hui, les rires de mes frères ont la clarté des aurores glorieuses, mais des vagues plus vives lacèrent le sourire flétri de notre mère. Nul homme ne lance des fleurs sur mon passage, dans ma poitrine pourtant, bat tout enveloppé dans sa douleur, dans les tristes miettes de sa joie, un cœur resplendissant de femme. Je vais lire un poème tiré de ce recueil de poèmes traduits en italien, trilingue. En français, c'est Avant l'aube. Tu prends forme dans l'arborescence de ma vie. Tout mon être se dilue dans le parfum du soir. Et mes jours de brume tissée s'allongent sur le parvis de l'éternité en marche. Les heures qui passent entraînent les saisons dans la cadence de l'émoi. Et au clair de l'espoir, je me dirige à pas perdus dans les frondaisons des souvenirs. J'insère une note de pain dans la partition du présent pour le salut des esprits en sursis. Et pour rester dans le thème du désir, un poème inédit, Désirance. Désir de feu, feu de braise, braise étincelant dans l'âtre de mes nuits, nuits matérialisées dans les rêves, connivence du corps et de l'esprit, de la fulgurance du bonheur d'être. Et un tout petit dernier, pour rendre hommage à la femme, c'est paru dans un recueil publié aux éditions Unicité, Déclinaison du Verbe. Femme mythique. Elle est cette femme muette, étoile évanescente, en mal de ciel. Minuscule tache d'ombre à peine perceptible dans la galaxie masculine, où elle enfile des perles de silence. Ses mots se perdent dans le tréfonds de son être, et 1000 mots l'assaillent au quotidien. Il foisonne tant dans sa vie qu'elle en a à revendre. Elle abreuve sa peine à pleine tasse, besogne à n'en plus finir. Impossible de s'enfuir du foyer linceul, plus de repères. Inconnue à elle-même, elle s'envase, et son cœur, vase de pleurs qui ne se transvase pas, à ras-bord rempli, déborde. Viendra-t-il le jour où elle s'affranchira du mal-être, mal avec M-A, ça c'est complexe. Viendra-t-il le jour où elle s'affranchira du mal-être pour s'ébaudir sur des plages de liberté? Un extrait du Ventre chaud du poisson vert, qui est un
J'avais publié ça aux éditions de Valère Mail. C'est un tour des 185 communes du Val d'Oise. C'est une famille qui revient d'outre-mer et qui cherche l'endroit, grâce à un camping-car, où elle va s'installer. Et ça donne ça. Des désirs, j'en ai à revendre. Le micro. Merci, pardon. Excusez-moi. Je disais donc que c'était un extrait du Ventre chaud du poisson vert, un roman qui raconte le tour que font une famille de tout le Val d'Oise qui a la forme d'un grand poisson, que vous regarderez un jour, un poisson vert, et ils vont choisir d'aller vivre dans son ventre chaud, c'est-à-dire Cergy, qui est chaud pas simplement pour sa délinquance, mais aussi parce que c'est chaleureux, parce que c'est multiethnique. Donc des désirs, j'en ai à revendre. Bientôt, j'enseignerai sans doute, à mon tour. Une fois reçu au concours, je demanderai à être nommé à Cergy. Ils n'en reviendront pas au ministère. Et puis là, on est juste la veille de l'an 2000, et cela donne ça. L'onagre a attendu la nuit pour déployer ses corolles. Un hérisson pâteau traque déjà les limaces, et la chauve-souris joue à croque-phalène. Tu ne vas plus tarder. Par la fenêtre ouverte, je t'entendrai bientôt parler avec maman. Je viendrai te rejoindre et nous partirons voir les feux d'artifice du 14 juillet. Du haut de l'esplanade, nous en verrons bien 10. Et au plus fort de la fête, je te demanderai si tu veux bien de moi pour traverser le nouveau millénaire. Comme d'habitude, tu commenceras par sourire de mon incorrigible sentimentalité, et puis tes yeux me diront oui. Ce sera le bouquet du dernier des 10 feux, le ciel s'embrasera, et dans l'encre de la nuit, nous nous embrasserons. Donc, nous arrivons à la fin de cette rencontre. Dans un instant, je passerai la parole à Éric Sauret, l'adjoint au maire chargé de la culture, lui aussi d'origine haïtienne. Ça fait, disons, un joli trio de nos amis ultramarins, puisque le mot est consacré. Et je ne prétends pas faire une synthèse de ce que nous avons dit. Ça serait très difficile à faire, bien sûr. Ce qui est bouleversant, c'est de voir que la poésie est vivante, quoi. Je me souviens, j'avais fait venir un jour Michel Tournier, avec qui j'étais très très ami, et qui avait dit à mes élèves « Je suis venu vous faire savoir que tous les écrivains ne sont pas morts. » Et c'était très drôle, parce que les écrivains, les enfants étaient vraiment convaincus qu'ils étaient tous morts. On a voulu vous montrer qu'il en restait encore, et à Montmorency, puisque nous sommes quand même au moins 3 de Montmorency, et nous sommes très heureux d'y habiter. Et c'est vrai que la poésie, ça change la vie. Moi, je ne suis pas poète, je ne crois pas, mais j'ai choisi une écriture poétique, enfin, la fameuse prose poétique, autant que je peux en tout cas. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est assez bouleversant de voir à quel point la poésie est liée au voyage, à quel point c'est lié à l'enfance aussi, qu'on le veuille ou non. Hein. Il y a quelque chose à la fois de déchirant, de bouleversant dans cette, vous savez, cette jolie formule, dans cette fraternité limpide de bête à bête. J'adore cette formule. C'est peut-être ça la poésie, c'est un appel, et puis l'entende qui voudra, hein, comme disait Paul Éluard, hein, comprenne qui voudra. Moi, mon regret, ce fut la malheureuse. Nous, notre regret, ce serait peut-être parfois que, par exemple, à la FNAC de Cergy, le rayon poésie soit à peu près grand comme une malle, à peu près, et que le rayon roman, on pourrait mettre un autobus dedans. Et je l'aurais déjà dit parfois, mais ça n'a pas eu l'air de beaucoup les frapper. Il faut vraiment la chercher, et même, j'espère qu'ils l'ont amélioré depuis, il faut même se baisser et se mettre à genoux, hein, comme en prière, pour trouver un recueil de poèmes, et quand même c'est un petit peu triste. En tout cas, on espère vraiment, très sincèrement, vous avoir donné envie, peut-être de lire de la poésie, et puis surtout d'en écrire. Voilà, merci beaucoup. C'est à vous, Éric. Merci beaucoup, cher Philippe Saint-Siakari. Je voudrais, pour terminer, comme on termine tout événement de qualité, remercier les uns et les autres. Bien entendu, je vais commencer par les personnes qui nous ont permis de réaliser cet événement de qualité, et je terminerai par vous, les auteurs, poètes, poétesses, et par notre parrain.
Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le maire de Montmorency, Maxime Tory, qui a considéré qu'il était important pour sa ville, cette ville d'exception, cette ville d'excellence, eh bien, d'organiser cet événement, le Printemps des Poètes. Pour plusieurs raisons, des raisons assez simples. Montrer la richesse de la ville, montrer des talents de Montmorency, Philippe Siakari, Émeric de Lermusière, et puis de choisir sous Montmorency, Céline Dalbray, et puis montrer cette capacité de Montmorency eh bien, à accueillir Louis-Philippe d'Alembert qui vient de Paris, mais qui a toute son histoire d'Haïti, qui voyage à travers le monde, et puis Guy de Coster. Avec tout ce qu'ils ont pu vous dire, vous avez compris que leur vie, leur histoire, eh bien, retrouve, je dirais, aussi celle de Montmorency. C'est-à-dire une histoire d'ouverture, une histoire d'exception, une histoire d'excellence, et c'est ce qu'il fait, ce qu'il met en œuvre à la tête de la ville, M. Maxime Tory, depuis qu'il est arrivé. Je le remercie pour sa confiance, en tout cas, quand il a dit qu'il était nécessaire pour nous d'organiser ce premier Printemps des Poètes à Montmorency et de faire en sorte bien d'offrir à la population ce moment d'évasion, ce moment de partage qui est excellent. Je vous remercie, Monsieur le maire, pour cela. Je remercie toutes les équipes de la ville, alors je ne pourrais pas citer tous les noms, toutes les équipes, service culture, la communication, l'événementiel, le directeur de cabinet, j'oublierai peut-être certaines personnes, mais le musée, les équipes techniques, la logistique, tout le monde, vraiment, tout le monde a participé à cet événement. On a eu très peur au début, les 5 premières minutes nous ont donné beaucoup de sueur froide, mais je crois qu'au fur et à mesure, on a pu rattraper avec la qualité. Et du coup, je peux me permettre de vous inviter aux 2 prochains événements qui auront lieu en live. Le dimanche 21 mars, on fera un événement exceptionnel, la poésie en musique. On essaiera de voir comment est-ce que les poètes peuvent être les musiciens ou les musiciens les poètes. Le dernier événement qui sera diffusé en live, ce sera le samedi 28. C'est pour le dimanche 28, pardon, de 15h à 16h30, pour la remise des prix. On a eu beaucoup de poèmes, une centaine de poèmes à juger. Eh bien, les prix seront remis le dimanche 28 de 15h à 16h30 et ce sera diffusé. Et puis, il y a un autre événement à ne pas rater, c'est l'événement du conservatoire. Au conservatoire également, il y aura un concert préparé pour vous avec des musiciens de qualité qui joueront mais qui mettront en valeur des textes de la poésie française, des textes de Baudelaire, et vous verrez qu'à Montmorency, il y a cette richesse partagée avec les uns et les autres. Enfin, pour 2 autres événements qui ne seront pas diffusés en direct, mais que vous pourrez, dont vous aurez les échos, le samedi 27, il y aura une diffusion en différé. Ce sera la poésie en danse et en musique. C'est une association de la ville qui s'est associée à l'événement qui s'appelle l'Entracte, qui diffusera donc une vidéo pour vous faire plaisir. Et le titre, c'est « Je ne veux qu'un rêve ». Et le samedi 27, vous pourrez également vous connecter pour un Facebook live pour la lecture de textes libres, lecture de textes poétiques en présence de poètes de la ville et d'autres poètes d'Île-de-France. Je terminerai par vous, chers amis, poètes, poétesses, auteurs, pour vous dire ceci. Vous avez fait l'honneur de la ville. Vous nous avez fait l'honneur de venir, mais en parlant comme vous l'avez fait, eh bien vous avez montré que Montmorency est une belle ville, une ville qui sait accueillir, une ville qui sait accueillir des auteurs de qualité. Je commencerai par vous, Philippe Siakari, en vous disant que la façon dont vous avez animé cette conférence cet après-midi eh bien, nous a donné envie de revivre des conférences. Et on attend la réouverture des salles eh bien, pour faire des choses d'aussi grande, d'aussi bonne qualité, sans doute dans le cadre des entretiens de Montmorency. On aimerait vous revoir et ce sera très bien pour nous. Et en nous demandant donc à ceux qui nous regardent de ne pas hésiter à acheter vos livres pour partager avec vous le goût de la littérature, le goût de la culture.
Chère Maggie de Coster, merci d'avoir été présente. Vous avez apporté de l'émotion. C'est dommage qu'on n'a pas eu beaucoup de public dans la salle. Je pense que vous aurez fait pleurer beaucoup de monde. Alors, c'est là où la poésie l'emporte souvent sous d'autres formes d'expression. C'est que là, on est vraiment en mesure d'exprimer une émotion. Elle se voit et quand elle est vraie, on la partage. Je vous remercie pour cela. Je reviendrai vers vous, cher parrain de ce premier printemps des poètes à Montmorency. Cher Émeric de l'Hermusière, merci également de nous avoir fait l'amitié de venir cet après-midi pour participer à cet événement de qualité. Vous représentez à la fois Montmorency, également l'Ouvre-Boîte, l'Aune Poétique. Vous faites beaucoup de choses. Et il est important pour les Montmorencéens de voir que dans notre ville, nous avons des auteurs de grande qualité. Et puis j'en profite pour leur dire que vous ne participez pas uniquement à cet événement-là, vous irez au lycée, vous rencontrez nos lycéens, je pense que c'est vraiment une très belle chose, je vous en remercie. Continuez de voyager à travers le monde et de nous ramener des œuvres comme vous le faites. Madame d'Albret, alors c'est une découverte pour moi, c'est vrai que je connaissais les talents de la professeure de lettres, je connaissais également vos valeurs, notamment en termes d'humanisme. Et là, je découvre une poétesse, une qualité extraordinaire. Continuez d'écrire et puis revenez aussi souvent que possible ici pour partager avec nous le goût de la culture, le goût du beau. Cher parrain Louis-Philippe d'Alembert, merci d'avoir honoré la ville de Montmorency de votre présence. Merci d'avoir accepté de parrainer cette première édition du Printemps des Poètes à Montmorency. Nous allons continuer donc la communication sur cet événement, continuer à dire combien nous sommes fiers de vous avoir reçu. Alors, je sais que vous avez beaucoup de prix. Vous êtes chevalier des arts et des lettres, prix Goncourt à Pologne, prix Goncourt Suisse, prix de l'Académie française. Alors, on souhaite qu'un jour, vous terminiez à l'Académie française. Et si c'est le cas, eh bien, Montmorency sera vraiment très heureuse de dire que cet écrivain est venu chez nous et il nous a fait partager beaucoup de choses, de l'émotion, des choses de son enfance, des choses issues de ses voyages à travers le monde. Alors, on vous décrit souvent comme un vagabond. L'avantage des vagabonds, c'est qu'ils visitent le monde, parfois avec des poches crevées. Certains terminent trafiquant d'armes, mais ce ne sera pas le cas pour vous. En revanche, ce que l'on sait, c'est que peu importe comme finissent les poètes, 200 ans après, 300 ans après, 700 ans après, on en parle. Et c'est cela la force de la poésie. Vous avez écrit un ouvrage, « Les dieux voyagent la nuit ». Alors c'est bientôt la nuit, ils vont reprendre leur voyage, mais ils nous ont permis de voir leurs alliés les plus chers, c'est-à-dire les poètes. Je sais à quel point les dieux aiment les poètes. Je vous remercie tous les 5. Revenez le plus souvent possible à Montmorency, cela nous fera vraiment plaisir. Je termine par un poème de Renée Vivien, poétesse britannique de langue française. Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides. Ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides t'implore, ô mon désir. Froide comme un espoir, ta caresse cruelle meurtrit sans assouvir. Il n'en reste en effet que l'éternelle faim et la soif éternelle et l'éternel regret. Tu frôles sans étreindre, ainsi que la chimère, vers qui tendent toujours tes vers inapaisés. Rien ne vaut ce tourment, ni cette extase amère de tes rares baisers. Bonsoir. C'est bon, j'ai pris un direct. C'est bon. Merci beaucoup. Merci.